Au lendemain du tirage au sort de la CAN 2015, le plus dur commence pour la Guinée équatoriale. De grosses interrogations subsistent sur sa capacité à assurer une organisation optimale. Bonne nouvelle pour le président Kenya, la procureure de la Cour pénale internationale a annoncé ce vendredi l'abandon des charges contre Uhuru Kenyatta, précédemment accusé de crimes contre l'humanité. La Centrafrique a célébré ce vendredi le premier anniversaire de l'opération Sangaris. Les forces françaises ont marqué l'événement par des opérations de patrouille à Bangui. Tout le plaisir est pour moi de vous retrouver sur Sika. Nous sommes aujourd'hui le samedi 6 décembre 2014. Nous ouvrons ce journal par l'Afrique du Sud qui a célébré ce vendredi le premier anniversaire de décès de son ancien président Nelson Mandela Madiba. Prières, incantations aux ancêtres et discours se sont succédés au cours de cette longue journée d'hommage. Depuis les États-Unis, le président américain Barack Obama a salué la mémoire du président défunt, devenu une icône internationale et une source d'inspiration. Graça Machel, la veuve de Nelson Mandela, a pris la parole au siège du gouvernement où la cérémonie s'était déplacée. Elle a reconnu que ce fut pour elle un privilège singulier d'avoir été l'épaule sur laquelle Mandela a pu s'appuyer au crépuscule de sa vie. Le dernier président blanc de l'Afrique du Sud, Frédéric de Klerk, co-lauréat du Nobel de la paix avec Mandela, a pour sa part estimé que l'héritage de Mandela sera toujours là pour guider la nation arc-en-ciel. La Guinée équatoriale à présent, au lendemain du tirage au sort de la CAN, la Coupe d'Afrique des Nations 2015, le plus dur commence pour la Guinée équatoriale qui a un peu plus d'un mois pour se mettre en ordre de bataille. Pendant ce temps, de grosses interrogations subsistent sur sa capacité à assurer une organisation optimale et à éviter les couacs logistiques. Du point de vue sanitaire, les autorités expliquent ne pas craindre la menace d'Ebola qui a déjà causé près de 7000 morts sur le continent africain. Reportage. Les défis restent immenses pour un pays qui vient à peine d'hériter de la compétition le 14 novembre dernier, après le retrait du Maroc par crainte du virus Ebola. Le troisième producteur de pétrole d'Afrique subsaharienne, tenu de main de fer par le président Teodoro Obiang Nguema depuis 35 ans, ne manque pas de moyens financiers, mais c'est surtout le temps qui risque de manquer. D'un point de vue sanitaire, les autorités expliquent ne pas craindre la menace d'Ebola, cause de près de 7000 morts dans l'ouest du continent africain. La Guinée équatoriale est en train de prendre les dispositions pour que la prévention soit l'élément principal de notre combat, puisque nous n'avons connu aucun cas d'Ebola dans le pays. Par conséquent, nous allons appliquer les consignes de l'Organisation mondiale de la santé pour que l'élément de prévention soit le fort de l'activité du Comité national de vigilance d'Ebola en Guinée équatoriale. Des médecins cubains ont été recrutés pour participer à la prévention de l'épidémie qui a épargné jusqu'ici la Guinée équatoriale. Le pays dit également respecter à la lettre les recommandations de l'Organisation mondiale de la santé. Dès la descente de l'avion à Malabo, tous les passagers font ainsi l'objet d'une prise de température. Reste la question cruciale de l'hébergement, des transports et des stades, soucis principaux des équipes. Le comité d'organisation a déjà réquisitionné les principaux hôtels des deux cités et plusieurs compagnies aériennes locales assurent des liaisons quotidiennes entre Malabo, sur l'île de Bioko, et Bata, sur le continent africain. Revers de la médaille, elles figurent toutes sur la liste noire de l'Union européenne. L'Allemagne et la France ont inauguré ce jeudi un laboratoire mobile pour le diagnostic des malades atteints du virus Ebola au Mali, dernier pays touché par l'épidémie. Une épidémie qui, il faut le rappeler, a déjà fait plus de 7000 morts, en moins d'un an, du moins essentiellement au Libéria, en Sierra Leone et en Guinée. Pour ces pays affectés, l'Union européenne réclame des renforts de personnel de santé. Reportage. Le Mali, dernier pays touché par l'épidémie d'Ebola en Afrique de l'Ouest, a réceptionné jeudi un laboratoire mobile de diagnostic du virus financé par l'Allemagne pour près de 880 000 €. Le laboratoire, composé de divers appareils et équipements médicaux, est installé au centre d'infectiologie Charles Mérieux de Bamako, où il a été inauguré par des responsables du ministère malien de la Santé ainsi que des diplomates allemands et français. La première chose qu'on va gagner dans ça, c'est le temps.
La deuxième chose, c'est le temps va permettre une meilleure prise en charge des cas, parce que là, il s'agit d'une maladie très grave. Et dire que quelqu'un a ça ou n'a pas ça peut avoir une portée absolument importante. Et on va gagner également la sécurité, parce que transporter des prélèvements, on a vu dans certains pays que des prélèvements, des convois de prélèvements ont été attaqués, les prélèvements ont été enlevés. Et en cas d'accident avec des prélèvements, vraiment, Dieu seul sait ce que ça peut aller. Outre des appareils et équipements médicaux fournis, le projet comprend la formation de professionnels maliens par des experts allemands et français. Le laboratoire est déjà prêt à être utilisé et même s'il est installé dans la capitale, il peut être sur le terrain partout dans le pays. Depuis octobre, le Mali a enregistré 7 décès sur son territoire dus au virus Ebola, une fillette de 2 ans venue de Guinée voisine et un imam également en provenance de Guinée qui a contaminé directement ou indirectement 7 personnes. Le Mali aujourd'hui se porte très bien. La situation est parfaitement bien maîtrisée, c'est très calme. Le système marche parce que nous continuons à détecter des cas suspects. On en a peut-être jusqu'à 59 cas suspects aujourd'hui. Et sur ça, peut-être 56 ont été testés. Et sur les 56, il y a eu 7 cas confirmés au laboratoire. Et sur les 7 cas, il y a eu 5 décès. Et il y avait 2 dans le centre de traitement. Un est sorti guéri. Et on a un aussi qui est dans un très très bon état de santé de façon générale aujourd'hui. L'épidémie actuelle d'Ebola, selon un bilan publié jeudi par l'Organisation mondiale de la santé, a fait 6 113 morts sur 17 256 cas recensés en moins d'un an au Libéria, en Sierra Leone et en Guinée. Rebondissement spectaculaire dans l'affaire Uhuru Kenyatta devant la CPI. La procureure de la Cour pénale internationale a annoncé l'abandon des charges contre le président kenyan précédemment accusé de crimes contre l'humanité à la suite des violences post-électorales en 2007. Dans son pays, bien évidemment, plus de précisions à travers ce reportage. Le président kenyan Uhuru Kenyatta, désormais libre comme l'alouette, c'est du moins la conséquence directe de la dernière décision rendue par la Cour pénale internationale, estimant n'avoir pas assez de preuves pour prouver, au-delà de tout doute raisonnable, la responsabilité de l'homme soupçonné de crimes contre l'humanité pour son rôle présumé dans les violences post-électorales de fin 2007, ayant fait plus de 1000 morts. Elle dit retirer purement les charges contre lui. À l'annonce de la nouvelle, la réaction d'Uhuru Kenyatta fut automatique. Dans un message posté sur le réseau social Twitter, il a souligné que la Cour venait de lui donner raison et a promis de continuer à se battre pour que soient aussi abandonnées les charges contre 2 autres Kenyans, notamment son vice-président William Ruto, dont le procès est toujours en cours. Dans les rues de Nairobi, c'est un soulagement. C'est une bonne nouvelle pour les Kenyans, car Uhuru est notre président. Et quand cette affaire a éclaté, c'était basé sur une suspicion. Alors, si la Cour pénale internationale a estimé qu'il n'y a aucune charge contre lui, c'est une grande nouvelle. Mais au-delà de ces considérations, cette décision, une première dans l'histoire de la CPI, vient assurément porter un coup dur à la Cour et partant à l'image de la procureure Fatouma Bensouda. Elle illustre également les difficultés et les limites de la Cour dans ses enquêtes sur des responsables encore au pouvoir et face à des États peu coopératifs. En Centrafrique, cela fait déjà 1 an qu'a été lancée l'opération Sangaris dans le pays. Pour marquer cet événement, les forces françaises ont organisé des opérations de patrouille à Bangui ainsi que la destruction d'engins explosifs récupérés. Reportage. Au petit matin du 5 décembre 2013, une explosion de haine embrase Bangui. Des centaines de cadavres jonchent les rues. Quelques heures plus tard, l'opération militaire française Sangaris est lancée. 1 an après, les massacres ont cessé à Centrafrique, mais le pays est resté ruiné et déchiré. Ces violences ont fait au moins plusieurs milliers de morts et plongé ce pays de 4,8 millions d'habitants dans une crise humanitaire sans précédent. Mais même si les Banguissois apprécient d'avoir retrouvé un semblant de retour à une situation acceptable, selon certains, le bilan de Sangaris ne fait pas l'unanimité. Certes, les tueries ont cessé à Bangui, mais la criminalité reste très élevée du fait de la profusion des armes et de la misère. Ceci, malgré les fréquentes patrouilles organisées par l'opération Sangaris en vue d'un désarmement des différentes milices rivales. Ces munitions vont être détruites ici par des spécialistes du 3e régiment du génie, qui sont des spécialistes en mines et en explosifs.
L'ensemble de ces munitions provient de munitions collectées dans le cadre de l'application stricte des mesures de confiance. Dans ce cadre de l'application des mesures de confiance, depuis un an, eh bien, vous avez 300 000 munitions de petit calibre qui ont été récupérées de la sorte et détruites, plus de 6 000 grenades et 4 500 roquettes et obus qui sont détruites de la même manière que vous l'avez vu ici. Et les destructions sont faites selon les normes françaises et donc internationales. Les armes, lorsqu'elles retombent dans la remorque qui est derrière vous, sont totalement inutilisables, inexploitables. Et en fait, ce ne sont plus que des déchets. Malgré les efforts déployés par les forces d'interposition, beaucoup pensent que la situation sécuritaire n'est toujours pas la meilleure en Centrafrique. Pour l'opposant Joseph Bendouga, président du mouvement démocratique pour l'évolution et la renaissance de la Centrafrique, les forces françaises n'ont malheureusement pas réussi à ramener la paix en Centrafrique. Le problème reste entier, les armes circulent et font des morts chaque jour. Cela nécessite donc une prise en compte de la dimension politique de la crise. Dans le nord-est du Nigeria, à présent, plusieurs centaines de milliers de personnes ont fui leur foyer suite aux attaques du groupe islamiste Boko Haram à Yola. Par exemple, dans l'état d'Adamawa, plusieurs organisations, dont la Croix-Rouge, l'université de Yola et les groupes religieux s'organisent pour aider les déplacés de cette guerre. Reportage. Au cours des derniers mois, les attaques de Boko Haram ont été dévastatrices. Des milliers d'habitants de certaines villes du nord-est du pays ont été forcés de quitter leur maison. Certains ont été accueillis par des amis ou des parents, tandis que d'autres, estimés à des centaines de milliers, ont réussi à s'échapper pour arriver dans des villes frontalières au Cameroun, où ils vivent dans de très difficiles conditions, manquant de nourriture et de médicaments. Yola est la capitale administrative de l'état d'Adamawa au Nigeria. Elle est située à l'est du pays, sur la rivière Benue, non loin de la frontière avec le Cameroun. Elle accueille les déplacés des localités actuellement aux mains des islamistes du groupe Boko Haram. Plusieurs organisations dont la Croix-Rouge, l'université de Yola et les groupes religieux s'organisent pour aider les déplacés. Mais les vivres commencent par manquer. Pour le moment, nous avons fourni des vivres à 150 familles. Nous avons du riz, du maïs, nous avons de l'huile, des légumes et d'autres choses. Tout cela est un grand soulagement pour les personnes déplacées parce qu'elles souffrent beaucoup. À Yola, il n'y a pas de distinction de religion. Tout le monde est pris en compte. Mais la principale interrogation de l'heure est de savoir jusqu'à quand durera ce calvaire des populations. Voilà, ce sera tout pour cette édition que je vous remercie d'avoir suivi. C'était le journal l'information sur Sika TV ce week-end. L'information se poursuit sur notre site internet www.sikatv.info.